Hello, on va voir un livre qui s'appelle The Alchemy of Growth, Practical Insight for Building the Enduring Enterprise. Le thème du livre, c'est de comprendre la croissance des grands groupes et des grandes entreprises avec une vue à la fois d'ensemble et une vue internationale. C'est un livre qui a été publié en 2000 par des consultants McKinsey, dont Mehrdad Bagaei, qui était principal chez McKinsey et co-leader des Growth Practice chez McKinsey. Et des co-auteurs, Coley et White, qui étaient tous les deux directeurs et lead corporate practice group. Donc, on va voir dans ce livre pourquoi c'est intéressant de voir ce qui a été compris par ces consultants de McKinsey en 2000 et aussi pourquoi c'est adapté toujours au monde d'aujourd'hui. On va voir ce résumé en plusieurs étapes, en 7 étapes. La première, c'est qu'on va mettre en place des bases théoriques, notamment autour des horizons de croissance. Ensuite, on va voir comment on peut gérer son état actuel pour se mettre dans des bonnes conditions de croissance. En petit 3, comment on planifie la croissance et quels sont les leviers actionnables. En 4, on va voir le framework des escaliers. En 5, on va voir les incertitudes marché et les capacités qu'on doit mettre en place dans sa boîte pour pouvoir croître. En 6, comment on réunit les horizons de croissance et les escaliers. Et en 7, comment on structure notre management en communauté pour mieux s'organiser. Mieux comprendre la croissance avec un framework intemporel. Donc on va commencer par les bases théoriques. Pour les bases, on va découper l'entreprise dans une structure en horizons qu'on appelle les 3 horizons de la croissance. H1, H2, H3. Ces phases, ça va être un modèle qui va nous permettre de mieux découper de manière homogène les activités de l'entreprise pour pouvoir mieux la piloter. Donc on a d'abord l'horizon 1, H1, qui est la partie de l'entreprise qui est censée faire le plus de cash. Donc c'est le core business. L'idéal, c'est qu'il ait une position de marché compétitive. Il est là pour durer et on va exploiter son plein potentiel et maximiser sa rentabilité en le faisant croître aussi avec de l'innovation incrémentale. Ensuite, on a les horizons 2, H2, qui sont les futures stars. Là, l'objectif, c'est d'avoir des développements rapides de venture entrepreneuriale. Donc, ça va fonctionner un peu comme des startups. C'est des projets d'entrepreneuriat au sein des entreprises. Et l'objectif, c'est de transformer l'entreprise et elle a besoin d'investissements massifs pour croître le plus vite possible. Et donc, c'est des activités de l'entreprise qui doivent avoir des clients et des revenus et dont l'objectif est d'arriver sur une place dans le marché qui est compétitive et de venir à H1 afin d'être rentable. Mais là, l'objectif, c'est pas du tout la rentabilité, c'est de croître le plus possible pour avoir une position stable et devenir à H1. Et ensuite, on a les horizons 3, H3, les idées de demain. Donc, il faut pas juste avoir des idées dans un tableau blanc ou dans un bloc-notes ou ce que vous voulez. Il faut avoir des idées concrètes avec des tests marché, des MVP, donc Minimum Viable Product, avoir des POC, des Proof of Concept, ou bien des filiales à très faible revenu. Ces activités ont besoin de petits fonds pour faire des tests et leur objectif, c'est pas de faire un gros business ni de croître, c'est de vérifier que le business model qu'on veut mettre en place est viable et peut marcher. Il faut voir les horizons de croissance comme quelque chose de concurrent. Il ne faut pas juste attaquer les H3, puis ensuite attaquer les H2, puis ensuite attaquer les H1. Il faut les alimenter en parallèle et ils sont là vraiment pour simplifier les besoins de développement de chaque activité de l'entreprise. Parce qu'en fait, chaque horizon va avoir à peu près les mêmes besoins. Et après, on peut faire différents découpages par région. Par exemple, Coca, ils vont avoir un découpage par région parce qu'ils vendent tout le temps le même produit autour de toutes les régions. C'est juste que il y a des régions où Coca est pas très connu et du coup doit se faire des places de marché, grossir sur la place de marché. Donc ça va être des H3, ils vont tester la recette qui est la plus adaptée au pays et essayer de tester les canaux de distribution. Ils vont avoir des endroits où il y a des concurrents locaux, ils doivent se faire leur place et du coup ils vont être en période de croissance, donc ils vont faire beaucoup de marketing, beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'événements. Et après, il y a des endroits où ils sont très installés, comme les États-Unis. Et là, l'objectif, c'est de maximiser la marge. On peut avoir un découpage par produit, comme Bombardier, qui va avoir une expertise à la base sur l'aviation et qui va se décliner aussi sur la motoneige et plein d'autres produits. Et après, on peut avoir une déclinaison par activité, comme Blablacar. Donc, le cœur de Blablacar, ça va être le covoiturage. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils font le principal de leur marge. Et puis, ils vont développer d'autres activités qui sont en croissance aujourd'hui, comme les Blabla Bus. Et donc là, l'objectif, c'est de se faire une place de marché, de devenir une référence comme Blablacar est sur le covoiturage à terme. Et après, on va avoir des H3 qu'on connaît pas forcément,
par lesquels sont passés par exemple Blabla Daily, qui sont le covoiturage au quotidien. Alors maintenant, on va voir comment aller vers ce modèle d'horizon. Donc d'abord, il faut faire un check de la santé de son entreprise et identifier pour chaque activité quels horizons on a en cours et se poser les bonnes questions. Donc pour les H1, il faut voir si nos opérations sont assez rentables. Est-ce que la croissance elle est stable et est-ce que on est dans une position qui est suffisamment robuste pour résister aux nouvelles concurrences. Pour le H2, ça va être plus, est-ce que j'ai un potentiel d'égaler mon core business, donc d'égaler mes H1. L'autre truc, ça va être de savoir est-ce que j'ai assez de cash pour investir dans le développement et les besoins en croissance dont vont avoir besoin mes H2. Ça va être aussi, est-ce que j'ai des profils avec des compétences entrepreneuriales qui sont prêts à porter ces H2 et créer la croissance de cette entreprise, qui sont des profils différents des H1. Enfin, pour les H3, c'est est-ce que je passe assez de temps à chercher des potentiels de croissance, donc de la R&D, des nouveaux marchés, etc. Est-ce que j'ai une capacité à tester rapidement mes idées et est-ce que j'arrive à mesurer les premières étapes, à avoir des premières étapes qui sont tangibles et mesurables pour savoir si un H3 a un potentiel de transformation en H2. Et donc, une fois qu'on se posait ces questions-là, on peut avoir une entreprise qui se retrouve dans plusieurs situations. On peut avoir une entreprise qui est assiégée. Donc là, c'est la pire situation. Ça veut dire qu'il n'y a aucun des horizons, que ce soit H1, H2 ou H3, qui est en bonne santé. On peut avoir une entreprise qui perd le droit de croître. C'est-à-dire qu'elle fait trop d'efforts pour croître et que, en fait, ce qui se passe, c'est que le management, il n'est pas assez impliqué dans la maintenance des H1, mais surtout dans la création de nouveaux business. Et du coup, ça veut dire que sur le H1, il est de moins en moins profitable. Et donc, on va avoir de moins en moins de cash pour créer des H2 et les maintenir. Et du coup, cette difficulté de management et ce manque de focus de management va rendre la boîte moins compétitive et perdre son avantage concurrentiel sur le marché. On peut être aussi en perte de vapeur. Ça veut dire que là, on est trop focus sur l'optimisation. Donc, ça va faire une société qui croît correctement, mais qui n'est pas résiliente aux crises. Parce que si son H1 est attaqué par une crise et fait qu'il n'est plus rentable, eh ben, l'entreprise aura plus d'alternatives pour générer du chiffre d'affaires. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Uber pendant le Covid et pendant le confinement. Ils pouvaient plus avoir les chauffeurs, mais heureusement qu'ils avaient un H2 solide qui était Uber Eats, qui était la livraison de repas, qui leur a permis de faire du chiffre d'affaires et de limiter la casse. Et du coup, ça va aussi être compliqué parce que quand la croissance du H1 va ralentir parce qu'on va arriver à saturation, la société elle va manquer de relais de croissance pour continuer de croître. On peut être en invention du futur, ça veut dire que le H1 doit être remplacé. Donc il y a des boîtes qui vont avoir des difficultés sur leur H1 parce que le marché est décroissant. Par exemple, notre H1 c'est faire des fax. À un moment, le marché était décroissant parce qu'il y a une concurrence de plus en plus féroce et que on a un équilibrage du marché sur plein d'alternatives. Il n'y a plus de position dominante. Et du coup, ces boîtes-là, elles sont en invention du futur parce qu'elles ont des H2 et des H3 qui sont solides et elles doivent juste trouver le bon équilibre entre le rythme de développement des H2 et des H3 et sa finance pour qu'ils puissent se développer suffisamment rapidement afin de remplacer le H1 quand le H1 sera vraiment sur un déclin flagrant. On peut avoir des boîtes qui génèrent des idées sans business et là, ce qui est grave, c'est que ça donne un faux sentiment de sécurité. Donc, c'est des sociétés qui ont des bons départements R&D. Les H3 sont bons. Par contre, elles ont des problèmes et elles manquent de talent pour monétiser, faire croître leur H3, pour le passer en H2, puis le passer en H1. Et là, le vrai risque, c'est que l'entreprise arrive à faire de bonnes innovations, mais qu'elle se fasse voler ses initiatives par la concurrence. Donc là, on peut aussi avoir des entreprises qui ont des difficultés à planter les bonnes graines pour le futur. Elles vont avoir besoin de carburant pour le H2. Donc ça, c'est les entreprises qui vont avoir des H1 et des H2 solides. Le risque de ces sociétés, c'est que quand les H1 et les H2 vont se développer ou potentiellement mourir, elles manquent de H3 pour continuer le process à l'infini et pendant plusieurs années. Donc là, l'important pour ces sociétés, c'est d'industrialiser leur R&D et la recherche de nouvelles idées, ou sinon d'accélérer des fusions et acquisitions avec des services satellites qui pourraient se regreffer à la société. Donc, ce qui est important, c'est que l'équilibre entre les horizons, c'est comme un funnel. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des H3 qui deviennent des H2
qui ensuite se transforme en H1, mais aussi que la croissance dépend de plusieurs choses. Le premier, c'est le rythme de l'industrie. Donc quand on a des industries qui bougent très rapidement, on peut avoir des grandes croissances. Quand c'est des industries qui sont plus lentes, la croissance va pas forcément être la même. D'un degré d'incertitude, si on est sur des marchés naissants, on va avoir plus de degrés d'incertitude, donc potentiellement plus de tests, une croissance plus ralentie. Alors que quand on est sur des marchés qui sont évidents, on peut avoir moins d'incertitude et donc croître plus vite. Ça va être aussi les capacités managériales et financières, ainsi que les attentes des investisseurs qui vont financer les H3 et les H2. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est gérer son état actuel pour se mettre dans des bonnes conditions. Alors, pour se mettre dans de bonnes conditions, il faut avoir un core business qui est robuste. Avant d'entamer des phases de croissance, comme la croissance est très difficile, il faut être en bonne santé. Il faut régler tous ces problèmes. Pour assainir sa boîte, il y a 3 choses à faire. La première, c'est d'avoir une performance supérieure dans les opérations. Il faut que les opérations se déroulent bien et soient très efficaces. Ça peut être de vendre des business ou des parties de votre activité qui créent du défocus ou sous-performent. En fait, il faut vraiment voir la performance de votre entreprise comme la moyenne des performances de toutes vos activités. Donc, si il y a des parties de business qui vous n'êtes pas à focus ou qui sous-performent, elles vont juste plomber la moyenne. Et ensuite, il faut avoir une confiance dans sa communauté d'investisseurs parce qu'on va devoir potentiellement avoir besoin de fonds pour développer les H3 et les H2. Du coup, si on a une confiance des investisseurs, on va pouvoir trouver ces fonds et accélérer plus rapidement. La performance supérieure dans ces opérations. Donc, elle n'est pas vraiment détaillée dans le livre. Ils expliquent qu'il y a plein de ressources sur le sujet, mais que grosso modo, il faut analyser ses faiblesses et ses manquements pour pouvoir les combler. Et il faut pouvoir transformer ces opérations pour être stable et robuste à l'intérieur des opérations une fois qu'on a bien compris nos points forts et nos points faibles. Ensuite, il y a les ventes stratégiques de ces business. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que c'est des activités de mon entreprise que je vais améliorer pour qu'elles soient plus performantes, ou est-ce que c'est plutôt des activités que je vais vendre parce qu'elles soit créent du défocus, soit elles sous-performent. Donc il faut vraiment penser que toutes les ressources de l'entreprise doivent être allouées là où elles ont le maximum d'impact. Et si vous pensez que vous serez plus profitable en vendant un business, il faut le vendre. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ensuite, il faut pouvoir construire la confiance des investisseurs et parce que vous allez avoir besoin de financement pour accélérer. Donc, pourquoi on va avoir besoin de financement pour accélérer? Parce que les fonds, ça va permettre de faire un effet de levier. Et les fonds viennent des investisseurs externes parce que le H1 ne peut pas toujours financer toute la partie tous les besoins du H2 et du H3. Et pour ça, il faut entretenir des bonnes relations, en communiquer. Donc, il faut communiquer à la fois sur sa vision et sur l'évolution de sa boîte sur le long terme. Et aussi sur des preuves et des résultats que l'entreprise a réussi à faire pour transformer les idées en profit. Ensuite, pour se mettre dans de bonnes conditions pour croître, il faut avoir un engagement fort pour croître. La croissance, ça passe par un grand commitment, un grand engagement des équipes. Donc il va falloir adapter sa culture pour qu'elle soit raccord avec le bon état d'esprit pour croître. Et ce qui est très important, c'est que les garants de la culture, ça va être les managers. Et un truc qui peut être assez contre-intuitif, c'est que si on veut changer la culture, parfois il va falloir opérer à des remplacements stratégiques au niveau des managers pour avoir des managers qui transpirent la culture et qui du coup peuvent l'envoyer sur les personnes qui managent. Et donc il n'y a pas que le leadership, il y a aussi l'engagement de la senior team, donc des gens qui sont là depuis longtemps, qui doivent avoir un engagement profond vu qu'ils ont de l'historique, que c'est pas forcément que les managers qui insufflent la culture. Donc il faut que la senior team soit d'accord avec cette volonté de croître et qu'elle s'engage. Et ensuite, il faut vraiment faire preuve de patience parce que la transition à la fois des managers et à la fois de la senior team, ça peut prendre 6 à 24 mois avant d'avoir un engagement qui est total et du coup de mettre l'entreprise dans de bonnes conditions pour. Ensuite, il va falloir travailler sa vision. Les horizons, ils sont là pour simplifier la gestion. En fait, il faut penser les horizons comme des besoins différents en fonction des activités. Et pour chaque horizon, il va falloir mettre des objectifs qui sont différents. Donc, dans le H1, c'est maintenir et protéger le leadership et faire en sorte que ça soit stable, robuste et très prédictible. Alors que l'objectif des H2 et des H3, c'est d'être disruptif et de changer le jeu et les choses et le cadre dans lequel ils évoluent.
Il faut opérer aussi des changements de fond et supprimer les obstacles. Donc il faut supprimer toutes les barrières implicites ou explicites qui peuvent tuer la croissance. Typiquement les croyances limitantes de l'équipe, des a priori qu'ils pourraient avoir sur certains changements de la boîte, etc. Il faut aussi parfois modifier les règles de gestion humaine, donc avoir un travail au niveau des RH pour tendre vers un nouveau paradigme. Donc il faut être dans des conditions propices à la croissance, il faut faire preuve d'engagement et il faut changer les objectifs de tout le monde pour qu'ils soient dans des objectifs de croissance forts. Donc dans le livre, à ce moment-là, on va voir ce qu'il faut faire si on a des difficultés actuellement dans son entreprise. Si on est assiégé, il faut se mettre en mode survie, donc il faut se concentrer sur gérer le H1. Il faut optimiser au maximum l'efficience des opérations. Il faut réduire les coûts, augmenter la qualité, améliorer la stratégie et faire des sessions stratégiques, donc vendre des parties qui sous-performent de la boîte pour revenir dans une bonne dynamique et réaugmenter la marge. Si vous avez des parties de votre activité qui grignotent la marge, voire qui sont déficitaires, ça va être le bon moment de s'en débarrasser pour retomber sur une équation qui est positive. Si par exemple vous êtes en train de perdre le droit de croître, il faut rentrer en mode focus. Il faut regagner le droit de croître en travaillant profondément le core business, donc retravailler les fondamentaux, redéfinir les objectifs, restructurer le management et se concentrer sur ses points forts pour redevenir excellent au moins dans certains trucs. Ensuite, si vous êtes à court de vapeur, il va falloir passer en mode expansion. Il va falloir augmenter l'engagement sur votre croissance, donc mettre la pression et mettre tous les travaux dont on parlait avant pour passer votre entreprise dans un mode de croissance. Il va falloir aussi travailler beaucoup plus profondément les H2 et les H3. Il ne faut pas prendre ce chantier à la légère parce que c'est vraiment une tâche qui est fastidieuse. Donc maintenant, on va voir comment planifier la croissance et les leviers possibles. Donc, dans les leviers qu'on peut actionner, on va utiliser un framework qui s'appelle les 7 niveaux de liberté pour trouver de nouvelles opportunités. Donc, le premier niveau, ça va être de vendre des produits existants à des clients existants et du coup de juste retravailler son offre pour générer de nouveaux relais de croissance. Ensuite, le niveau 2, ça va être des nouveaux clients. Le niveau 3, ça va être des nouveaux produits et des nouveaux services aux clients existants. Le niveau 4, ça va être de nouvelles approches de distribution. Le niveau 5, des nouvelles zones géographiques, ouvrir un nouveau pays par exemple. Le niveau 6, une nouvelle structure d'industrie. Donc là, ça va être racheter des compétiteurs pour retransformer l'équilibre de la place de marché à votre avantage. Et après, le niveau 7, qui est le niveau ultime, c'est des nouvelles arènes de compétition. C'est donc sortir de votre zone d'expertise pour aller conquérir de nouveaux marchés. Donc on peut prendre par exemple les cas de Samsung qui va faire des téléphones et qui peut aller faire des frigos qui n'est pas du tout la même chose. Donc pour le niveau 1, les produits existants sur des clients existants. Vous pouvez augmenter la fréquence ou la quantité d'achat de vos clients. Vous pouvez faire du cross-selling, donc compléter votre offre avec des produits additionnels. Et par contre, on va vite arriver à la limite quand l'entreprise domine son marché. Donc l'entreprise est en position de monopole et qu'elle a déjà saturé les clients avec les produits qu'ils peuvent acheter, on arrive aux limites. Donc là, on va pouvoir potentiellement passer au niveau 2, des nouveaux clients sur des produits existants. Donc pour ça, il faut aller chercher de nouveaux segments clients qui ont les mêmes besoins que votre cible actuelle, mais qui ne sont pas encore adressés. Donc pour ça, vous pouvez vous baser sur des schémas démographiques ou socio-économiques pour trouver de nouvelles réserves de clients. Et donc vous allez aussi devoir retravailler votre marketing, votre communication et vos ventes pour avoir un message qui résonne auprès de ces nouveaux clients sur vos produits existants. Le niveau 3, ça va être des nouveaux produits et des nouveaux services. Donc ça va être de créer un nouveau produit et faire en sorte qu'il rencontre son marché. Donc c'est souvent l'une des plus courantes mises en place par les entreprises, mais c'est aussi l'une des plus décevantes parce que c'est très dur de lancer un nouveau produit et qui rencontre assez rapidement son marché. Un bon exemple de ça, ça va être Apple qui faisait des iPhones, qui faisait des ordi et qui a sorti les iPhones qui ont vite rencontré leur marché. Et pareil avec les AirPods. Mais on a beaucoup d'exemples derrière d'entreprises qui ont essayé de sortir des nouveaux produits qui n'ont pas marché. Il faut prendre plein de produits Google et qui n'ont pas réussi à rencontrer leur marché. Google, l'équivalent de Facebook de chez Google, est un très bon exemple. On va avoir le niveau 4, les nouvelles approches de distribution. Pour ça, vous pouvez améliorer votre distribution. Vous pouvez faire de la vente en ligne, de la vente en physique. Si vous faisiez l'un, vous pouvez faire l'autre. Si vous faisiez l'autre, vous pouvez faire l'un. Multiplier les canaux d'acquisition, donc ouvrir de nouvelles régies publicitaires. Si vous étiez sur Facebook, vous pouvez ouvrir du Google Ads. Vous pouvez ouvrir de la presse. Vous pouvez ouvrir des TikTok, du Snapchat, vous pouvez ouvrir du YouTube.
ouvrir de nouveaux magasins, répandre son empreinte sur le territoire, travailler de nouveaux médiums, que ce soit du smartphone, que ce soit du courrier, que ce soit de la VR, etc., de l'événementiel, etc., etc. En 5, ça va être ouvrir de nouvelles zones géographiques. Donc là, c'est assez simple. Vous prenez votre formule gagnante et vous la répliquez sur de nouveaux marchés. Donc, ouvrir de nouvelles régions. Si vous avez un business qui est très centré sur Paris, vous pouvez aller ouvrir de nouvelles villes. Vous pouvez ouvrir de nouveaux pays. Vous pouvez ouvrir de nouvelles zones linguistiques ou ouvrir les mêmes zones linguistiques. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir toute la francophonie, étendre, si vous êtes en France, aller en Belgique, aller au Luxembourg, ou ouvrir de nouvelles zones linguistiques. Si vous êtes une entreprise qui est française, vous pouvez faire la francophonie et après partir aux États-Unis en parlant anglais, en Amérique du Nord avec le Canada, etc. Donc c'est un des niveaux les plus difficiles, mais c'est aussi l'un des plus efficaces pour créer de la croissance parce que vous avez déjà une recette qui marche et vous pouvez juste la rentabiliser en la traduisant quelque peu. Les nouvelles structures d'industrie, donc ça c'est le niveau 6. Ça, il faut faire des acquisitions de vos compétiteurs. Donc ça va vous permettre d'acquérir de nouveaux clients et aussi de couper certains coûts par des effets d'échelle et en changeant le paysage de l'industrie. Donc si par exemple il y a 4 opérateurs téléphoniques, au moment où il y a un opérateur qui rachète un autre opérateur, il va pouvoir couper tous les postes qui sont en doublon parce qu'il a déjà ses stocks pour gérer des opérateurs, il va pouvoir récupérer les nouveaux clients des opérateurs et il va pouvoir, avec les nouvelles marges et avec les nouveaux process et les services qu'il a en place, pouvoir totalement transformer l'équilibre entre sur la place de marché. Et après, il y a les nouvelles arènes de compétition, le niveau 7. C'est de loin le plus dur. Il s'agit de lancer des nouvelles industries. Ce qui est compliqué, c'est que on quitte sa zone d'expertise et que souvent on perd ses avantages concurrentiels parce qu'on rentre vraiment dans un nouveau domaine. Donc, ce qui va être assez important aussi, ça va être de relancer la passion et de briser les chaînes. L'objectif, c'est que le management, il voit l'entreprise sous un nouveau jour, une espèce de renaissance. Donc, il va falloir la transformer activement et mettre un point très important sur la recherche et surtout transformer les idées en action. Le management qui va devoir s'investir intensément dans la nouvelle passion de l'entreprise. Donc, être passionné par un nouveau sujet, ça va inclure des biais, mais ça va être des biais qui sont parfois légitimes. Les transformations les choix et les décisions, ils peuvent pas uniquement se baser sur des analyses, sinon ils vont manquer de substance. L'idée, c'est que ces décisions ont besoin d'un biais de passion qui va aider à avoir une meilleure exécution et faire des choses qui, sur le papier, sont pas les meilleurs choix, mais qui, en fait, vont prendre tout leur sens beaucoup plus tard. Et aussi, la passion, ça va aider à avoir une meilleure exécution. Attention, par contre, il ne faut pas que la passion devienne contre les idées, ce qui la rendrait destructive. Et ce qui est important, c'est que le senior management, il doit aussi s'investir dans les opportunités qui sont les moins populaires pour garder l'esprit ouvert et avoir un jugement large de l'attractivité des opportunités avec une vision plus long terme et pas juste sur la rentabilité immédiate. Maintenant, on va voir le framework en escalier pour la croissance. Donc, pour commencer une croissance pérenne, il faut 2 ingrédients. Le premier, il faut maîtriser l'art de booster les idées en business rentable, transformer les idées en action. Et le deuxième, c'est créer des positionnements qui vont être durs à copier par d'autres entreprises. Sinon, on va se faire concurrencer très rapidement. Les escaliers de croissance, c'est pas la même chose que les horizons. En gros, il faut voir les horizons comme quelque chose qui permet de prendre une photo ou un instantané de l'état de la boîte, alors que les escaliers, ça va être des flots qui, étape après étape, permettent de transformer une idée en action et derrière monter d'horizon en horizon. Donc ça veut dire que on va avoir une idée qui va être un H3 et les escaliers vont être le flux qui nous permet de voir l'évolution du H3 vers un H2 vers potentiellement un H1 au fur et à mesure avec des petits pas. Donc l'objectif, c'est de passer de H3 à H1 en faisant une étape à la fois. Aujourd'hui, les 2 principaux problèmes pour passer à un H3 en H1, c'est les incertitudes marché. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'hypothèses qu'on va faire sur le marché qu'il va falloir valider pour progressivement commencer à choper des parts de marché. Et après, ça va être les écarts entre les talents, les atouts et les relations qu'on doit avoir pour pouvoir structurer notre H3 jusqu'à ce qu'il devienne un H1. Et donc les escaliers, ça va nous permettre de faire une itération étape par étape qui va mener au succès avec un peu cette métaphore d'escalier où on va marcher marche par marche pour monter jusqu'en haut du bâtiment. Donc l'architecture en escalier, elle va se découper en 4 étapes. Donc il va y avoir d'abord
de planter les options de croissance initiale. Donc ça va être grosso modo toute la R&D qu'on va faire autour des H3. Ensuite, ça va être de tester les business models. C'est là où les H3 vont commencer à transitionner vers du H2. Une fois qu'on a des business models qui commencent à être intéressants et qu'on veut passer à l'échelle, on va répliquer les business en croissance, donc générer toujours plus de croissance. Là, ça va être la partie où les idées des H3 se consolident en H2 et on est vraiment dans la partie H2 comme on a vu précédemment. Et après, ça va être de gérer la profitabilité, donc de passer d'un H2 en H1. Donc, arrêter de dépenser plus que ce que ça nous rapporte pour la croissance, mais de profiter de cette position dominante pour faire un maximum de marge et un maximum de profitabilité. Donc, pour planter les options de croissance initiale à H3, l'objectif, ça va être de comprendre les marchés que vous allez pouvoir adresser. Donc, pour ça, il faut maximiser les indices d'un bon business. Donc, monter des programmes pilotes, ça peut être des POC, ça peut être des MVP, ça peut être faire des investissements dans des startups sur les marchés que vous voulez tester. Ça peut être faire des petites acquisitions de petites entreprises pour tester aussi assez facilement des nouveaux marchés. Et ça peut être lancer des tests de marché avec des commerciaux, donc monter des offres et aller les tester directement sur le marché pour voir si elles sont viables. Ensuite, tester les business models. Donc, ça va être le passage de H3 en H2. L'objectif, ça va être de trouver la bonne direction. Donc, vous allez avoir une idée potentiellement sur un secteur. Il va falloir trouver la bonne direction pour développer votre business et que vous puissiez scale. Donc, là, ça va demander de clarifier les business models en commençant à générer du revenu, savoir ce qui est vendable, ce qui ne vend pas et itérer dessus. Et aussi pouvoir tester la vélocité de croissance avec à quel point vous pouvez prendre des parts de marché sur vos H3. Attention, là, l'objectif, c'est pas de chercher la rentabilité, c'est juste de chercher est-ce qu'il y a un potentiel de scalabilité. Donc, répliquer les business en croissance sur H2. Là, l'objectif, ça va être de sécuriser sa position de marché. Donc, ce qui est très important, ça va être la croissance. Et cette croissance, ça va demander des investissements massifs pour sécuriser sa place sur le marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'objectif, c'est d'avoir un maximum de clients, un maximum d'impact sur votre marché pour arriver à un stade où vous serez plus remplaçable. Et là, vous pourrez potentiellement commencer à monter les prix. Vous pourrez avoir une stratégie d'acquisition un peu moins agressive. Vous pourrez mieux surveiller vos coûts, etc. Mais ça va être la prochaine étape. Donc, ça va être le moment aussi où il va falloir faire des grosses acquisitions pour soit couper l'herbe sous le pied à des concurrents, soit gagner des clients rapidement. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une place qui est robuste et durable sur le marché. Et enfin, là, on va gérer la profitabilité, donc transformer les H2 en H1. Et là, l'objectif, c'est d'optimiser l'exécution pour maximiser la marge. Donc, la croissance, elle va ralentir pour se convertir en rentabilité. Vous allez pouvoir vous concentrer sur la réduction de coûts, sur l'efficience du business, sur faire des innovations incrémentales pour toujours avoir un peu plus de croissance ou un peu plus de marge, mais rien de cassant et de très structurant, et des acquisitions stratégiques, comme on a pu voir dans les 7 niveaux de liberté, le niveau 6, sur racheter des concurrents, par exemple. Donc, le modèle en escalier, ça permet de découper en plusieurs petites pièces ce processus de croissance, et donc de réduire le risque. Donc maintenant, on va voir les incertitudes de marché et les capacités qu'on doit mettre en place dans son entreprise. Alors, dans les incertitudes de marché, on a que l'avantage de l'escalier, ça va être d'équilibrer le ratio entre risque et connaissance marché. À chaque étape, vous allez augmenter votre croissance en même temps que votre engagement. Donc, à chaque étape, vous allez devoir commit de plus en plus. Mais comme vous allez mieux connaître le marché, vous allez prendre en même temps un peu moins de risques. Et du coup, de faire ça, ça va permettre de limiter le risque et surtout de limiter la casse quand on a des programmes qui vont pas marcher. Donc, faut pas faire le piège des grosses entreprises qui vont se lancer sur des programmes d'investissement sur 5 ans, parce que ça, au final, ça revient à faire un pile ou face sur un marché inconnu. Donc, les entreprises, elles doivent sécuriser leurs avantages, leurs capacités qui permettent de faire croître de nouvelles opportunités. Il faut qu'elles trouvent le temps et qu'elles se laissent le temps de trouver les bons talents. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre capacité et compétence? C'est que les capacités créent des compétences. Les compétences, c'est globalement ce que vous pouvez faire maintenant, et les capacités, ça va être ce que vous pouvez faire demain. Avec l'escalier, ça va vous permettre d'obtenir les compétences sur la route. En fait, ce qui se passe, c'est que votre business, il a besoin d'un ensemble de capacités difficiles à copier et uniques. Donc, des talents opérationnels, design, produit, R&D, tech, une marque, un réseau de distribution, de la propriété intellectuelle, des talents qui sont forts en croissance
des relations particulières, que ce soit avec des distributeurs ou autres, et un management poussé d'après fusion et acquisition de clients et de partenaires qui les suivent dans cette aventure. Les atouts privilégiés, qu'est-ce que c'est? Les atouts, c'est des atouts physiques ou virtuels compliqués à reproduire qui confèrent un avantage concurrentiel. Donc par exemple, un atout privilégié, ça va être pour WeWork, leur réseau immobilier, ou McDo, leur réseau immobilier qui leur permet d'avoir une empreinte sur le territoire, qui est un atout privilégié. Peu importe le produit qu'ils vont faire, le fait d'avoir autant de bureaux ou de restaurants dans le monde, ça va leur permettre de toujours avoir un avantage concurrentiel. Ça peut être aussi un avantage de marque. Aujourd'hui, la marque Coca-Cola ou la marque Apple, c'est un avantage concurrentiel parce que il y a une marque qui est installée et qui vont pouvoir distribuer des produits et être identifiés beaucoup plus rapidement que des petits challengers qui n'auraient pas ces avantages concurrentiels. Alors, dans les compétences qui permettent la croissance, il y a des compétences qui sont mutualisables, notamment le management de fusion et d'acquisition et de post-fusion, qui permet de négocier les meilleurs deals, de gérer les coûts de l'achat et de la vente de société dans le bon timing. Donc ça, c'est un avantage qui peut être mutualisé pour toutes les activités de l'entreprise. Ça peut être le financement et la gestion du risque pour sauter sur les opportunités quand les autres ne peuvent pas se permettre. Si vous avez un très bon H1 et que vous avez une entreprise potentiellement qui est publique, en très bonne santé, vous allez pouvoir financer beaucoup plus facilement vos H3 et vos H2. Et ça peut être aussi la gestion de capital pour mieux allouer les ressources et le financement des projets avec un bon service financier. Il y a les relations privilégiées, qui, grosso modo, c'est les bons amis font les bons comptes. C'est de pouvoir avoir des bonnes connexions avec des acteurs clés, donc potentiellement des bonnes connexions avec des États, avec des ministres ou avec des grandes distributions. Ça peut ouvrir des portes ou propulser des business en termes d'acquisition, en termes de distribution, en termes de production. Ça permet d'accéder à de nouveaux marchés ou des marchés protégés. Si par exemple on prend des marchés qui sont compliqués comme Uber, les relations privilégiées d'Uber avec les États leur a permis d'accéder à un marché qui était jusque-là protégé et réservé aux taxis. On peut penser aussi aux marchés qui sont étatiques et certains monopoles. Comment on transforme des capacités en avantages? Trouver l'équilibre des bonnes capacités pour la bonne opportunité, ça c'est le truc qui est le plus difficile à copier. C'est-à-dire que les capacités individuelles, ça peut être copié ou on peut débaucher des talents, etc. Le vrai challenge, c'est réussir à mettre les bonnes personnes qui travaillent bien ensemble pour le bon problème dans la même salle. L'important, c'est de contrôler assez tôt les capacités clés. Donc ça va être vos avantages concurrentiels et d'externaliser celles qui ont peu de valeur pour vous. Donc si par exemple, votre vraie expertise, ça va être, une connaissance immobilière ou de savoir bien sourcer les sujets en immobilier, ça va être quelque chose que vous allez devoir les contrôler et internaliser plus rapidement. Par contre, tout ce qui est la gestion de site, la gestion de CRM, la gestion potentiellement de publicité, de communication, là vous allez pouvoir déléguer à des agences parce qu'elles ont moins de valeur pour vous que votre capacité première en immobilier. Et il faut faire les bons choix stratégiques pour pouvoir aller plus vite et se développer plus rapidement. Sinon, vous allez vous concentrer sur des choses où vous n'avez pas la meilleure efficience et donc vous allez être plus lent. Parce que, encore une fois, la performance de votre entreprise, c'est la moyenne de toutes vos performances. Donc s'il y a des trucs qui baissent la moyenne, qui la plombent, il faut pouvoir savoir les déléguer pour remonter la moyenne. Donc il y a des capacités qui donnent un avantage durable et ça, c'est les meilleurs assets que vous puissiez avoir pour votre boîte. Donc il y a la supériorité concurrentielle et la valeur sur le marché des produits. Il faut qu'elle soit difficile à imiter. Il faut qu'elle soit pas facile à remplacer par des capacités alternatives. Il faut qu'elle soit durable. Donc ça peut pas être juste un quick win ou un coup d'opportunité. Et il faut qu'elle soit, encore une fois, difficile à échanger. Donc, par exemple, on peut avoir une marque de classe mondiale qui a un avantage durable. On a parlé d'Apple, on a parlé de McDo. On peut avoir des brevets technologiques qui sont des avantages considérables. Pour reparler d'Apple, on peut avoir l'architecture qu'ils ont avec leur M2 qui leur permet d'avoir un avantage technologique. On peut avoir la recette secrète de Coca-Cola qui peut être un avantage. On peut avoir aussi maintenant tout ce qu'on a avec l'IA qui sont des avantages durables. Ou contrôler les sources de données. Aujourd'hui, les données que génère Facebook, c'est un avantage concurrentiel durable contre les autres régies publicitaires pour qu'elles puissent développer les bonnes publicités et les mettre à disposition des bonnes personnes et des personnes pertinentes. Donc, l'important, c'est que
Un escalier, ça se gagne par l'exécution. Il y a beaucoup de challenges et ceux qui exécutent le mieux, c'est ceux qui vont gagner. Donc l'escalier doit surmonter l'incertitude de marché et la résistance du reste de l'organisation. Donc il va adapter son business model pour performer et se protéger du core business et les objectifs inadaptés du core business. En fait, ce qui va se passer, c'est que les gens du H1 ne vont pas forcément comprendre comment fonctionnent les H2 et les H3 parce que c'est aux antipodes de comment ils fonctionnent. Donc il faut réussir à se protéger du core business. Donc il faut adapter activement le business model. Il vaut mieux itérer le plus possible et itérer rapidement que d'avoir un plan le plus détaillé possible. Donc il y a besoin de jalons avec 3 questions. La première, c'est comment je peux faire fonctionner au mieux mon business model et mon business économique sur le marché. Jusqu'où on peut étendre son potentiel de croissance et comment sauter sur un nouvel escalier. Quand on parle d'adapter activement le business model, on pourrait dire proactivement ce business. Il faut de la mise en place de pilotes, de POC ou de MVP. Faire fonctionner le business model sur le marché. Il faut aller tester l'innovation. Il faut avoir un apprentissage qui est progressif du marché, du besoin, etc. Il ne faut pas griller les étapes parce que griller les étapes, ça équivaut à gaspiller de l'argent en commettant des erreurs qui auraient pu être évitables si on avait bien pris le temps de faire toutes les marches des escaliers. Si on reprend la métaphore, il ne faut pas essayer de sauter les marches 3 par 3 parce que si on tombe, on peut descendre tout en bas de l'escalier. Il vaut mieux marcher marche par marche d'un pas assuré pour avancer plus rapidement. Il faut utiliser efficacement le capital. Donc, pour utiliser efficacement le capital, il faut avoir un développement qui est le plus lean possible. Il faut garder de la trésorerie pour les prochaines phases. Il ne faut pas cramer bêtement tout l'argent qu'on a sur les phases où on est. Il faut avoir un peu une vision un peu plus long terme. Et l'objectif, ça va être de standardiser le business model pour le rendre prédictible dans son développement le plus possible. Au plus vous allez avoir un truc standardisé, au plus vous allez savoir comment le répliquer et comment le passer à l'échelle. Il y a aussi des escaliers qui vont ouvrir d'autres escaliers. En fait, quand vous allez développer le H2, vous allez avoir des idées qui vont générer des nouveaux H3 avec vos apprentissages. Et donc, il y a un travail sur comment capitaliser dessus et comment le leadership peut créer de nouveaux H3 avec les insights d'H2 sans défocus son H2 et son exécution. Et aussi, il faut protéger les nouveaux escaliers des mauvaises habitudes des H1. Les H1, c'est des gens qui sont très structurés, qui ont pour objectif de faire un maximum de marge, d'avoir des opérations qui sont très efficaces, de faire très attention aux structures de coûts. Donc elles vont trouver que l'organisation des H2 et des H3 sont chaotiques. Et il faut faire attention à ce que les jeunes pousses ne se fassent pas cannibaliser par les H1 qui vont essayer de mettre trop de structure et trop de rigidité dans leur process. Au contraire, il va falloir protéger et nourrir les nouveaux escaliers en leur laissant un maximum d'indépendance dans leur évolution et en utilisant les capacités du H1 pour booster les autres. Donc ça peut être le capital bon marché, ça peut être donc le capital bon marché, ça veut dire qu'une boîte qui se porte bien sur son H1 va pouvoir emprunter de l'argent, faire des levées de fonds aussi plus facilement qu'une boîte qui n'aurait pas cet avantage. Ça va être une marque employeur qui est installée, donc plus facilement faire de l'embauche. Ça peut être une brand, qu'elle soit B2B ou B2C, qui est bien installée, une crédibilité du marché ou une économie administrative parce qu'elle va pouvoir mutualiser un maximum de services et que les H2 et les H3 n'auront pas besoin de financer. Donc, il faut mettre un peu les jeunes pousses en couveuse. Il ne faut pas construire les H2 et les H3 sur le même système qui est utilisé par les H1. Ça va pas être les mêmes personnes qui travaillent dans des H2 et des H3 que les personnes qui travaillent dans les H1. Elles n'ont pas les mêmes incitations, elles n'ont pas les mêmes besoins de croissance. Il va falloir établir des règles exceptionnelles et dédiées à la fois au H2 et au H3 qui ne seront pas les mêmes que les règles dédiées au H1. Et donc les grandes entreprises qui ont des bonnes croissances, souvent elles laissent beaucoup de liberté aux nouveaux escaliers, donc au H2 et au H3, en les lançant parfois même utiliser des solutions concurrentes pour qu'elles se développent plus. Maintenant, on va essayer de réunir à la fois les horizons de croissance et les escaliers pour avoir un modèle qui est homogène. Donc, pour créer une croissance durable, les entreprises elles doivent maîtriser leur capacité à gérer des opportunités de croissance à tous les stades de maturité. Donc, comme on en parlait au début, c'est pas séquentiel. D'abord, je fais des H3, ensuite, je m'occupe des H2 et après, je m'occupe des H1. Il faut que le flow soit continu à la fois sur les H3, à la fois sur les H2 et les H1, en même temps, en simultané et en permanence pour avoir des entreprises qui sont en croissance. Et elles profitent des expertises que seul le noyau peut fournir économiquement. Donc, par exemple,
avoir un département de fusion et acquisition. Ça va être un truc que seul le core business peut payer et ce qui va faire que des entreprises avec un très bon H1 vont avoir une très bonne croissance parce qu'elles vont pouvoir monter sur des opportunités en H3 et en H2, là où des gens comme des startups par exemple, qui se développent toutes seules, vont pas avoir ces capacités pour gagner en vélocité. Il y a la gestion par horizon. Donc, l'objectif des H3, ça va être de plonger en quelque sorte à la recherche d'un trésor caché. Donc, explorer de nouvelles opportunités, des perspectives stratégiques. On essaye de mettre peu de règles, seulement de la conversation, de la recherche, du réseautage, des petits investissements et, si on a de la chance, une conviction croissante. Les H2, c'est du rafting en eau vive. C'est-à-dire que l'idée, c'est de profiter des idées avant la concurrence, de se concentrer sur la construction rapide d'un escalier, établir un avantage de positionnement. Elles vont avoir un rythme qui est frénétique, de grosses prises de risques et des prises de décision qui sont le plus rapides possible pour garder cet avantage de vélocité. Alors que le H1, c'est un pilotage d'aviron. L'objectif, c'est d'avoir une grande discipline d'exécution, de la planification, de la budgétisation et vraiment d'accroître la prévisibilité et la responsabilité parce que le H1, c'est un peu la pierre angulaire de la marge du cash qui peut être utilisé par l'entreprise et aussi de la survie des H2 et des H3 par la même occasion. Et donc, le principal défi consiste à adapter les besoins de gestion de chacun des horizons dans un monolithe de gestion cohérente. C'est-à-dire que, en fait, chaque horizon va avoir des besoins différents, mais ils sont au sein d'une seule et même entité et structure qui est l'entreprise. Donc, il y a 3 défis à surmonter. La première, ça va être la gestion des talents. La deuxième, ça va être la planification et la budgétisation. Et la troisième, la gestion des performances. Sur la partie gestion des talents, on va avoir les opérateurs en H1. Ils ont une connaissance approfondie de l'activité, ils ont une très bonne discipline et une forte capacité à motiver les gens pour favoriser l'efficacité et la croissance incrémentale. Les directeurs d'exploitation qui seront les plus mis en avant seront ceux qui feront tout ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Donc souvent, ils ont des incentives fortes avec des primes substantielles pour récompenser les performances à court terme. Et là, vraiment, c'est de la prévisibilité. Donc, l'échec n'est pas acceptable. Si un échec, il doit être puni immédiatement. Sur les horizons 2, ça va être des créateurs de business. Donc l'objectif, c'est qu'ils aient une bonne rapidité, une bonne efficacité pour développer des idées. Ils doivent avoir des prises de décision rapides qui excellent dans des environnements incertains et à grosse croissance. Grosso modo, c'est des entrepreneurs classiques dans des petites et des moyennes entreprises. Pour eux, en incentive, le salaire fixe n'est pas suffisant. Il faut leur donner une opportunité de créer une richesse personnelle. Donc, en leur donnant à la fois un salaire, un variable et des actions dans l'entreprise ou la filiale qu'ils sont en train de créer. Donc, un bon échec, c'est acceptable, c'est-à-dire qu'il y a eu une bonne exécution qui s'est fait écraser par des externalités. Donc, ils ont bien exécuté, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais c'était pas de leur faute. Par contre, une mauvaise exécution, ils sont punis, ils sont responsables et ils portent leur responsabilité à ce moment-là. Et après, sur les H3, donc là, ça va être des visionnaires. L'objectif, c'est qu'ils vont regarder au-delà de la sagesse conventionnelle. Ils vont think outside the box et casser les statu quo et les idées reçues. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une reconnaissance de leurs idées et une petite compensation financière. Eux, ils peuvent pas vraiment échouer parce que c'est de l'exploration complète et que ils ont pas tant d'objectifs que ça, si ce n'est d'explorer le maximum possible et un jour tomber sur la pépite. Ensuite, il va falloir rassembler la bonne combinaison de talents et faire en sorte que ça soit une multiplication des talents de chacun. Donc, la meilleure combinaison, c'est des personnes qui peuvent avoir des idées folles et qui peuvent motiver les gens à bien travailler. C'est un bon équilibre entre des opérateurs, des builders et des visionnaires, surtout dans l'équipe de direction. C'est d'avoir des talents qui maîtrisent la croissance. Donc ça, c'est un avantage parce que la croissance, ça va être un aimant à talent. Et les boîtes qui sont en croissance vont avoir plus de facilité à recruter de bons profils. Et par contre, sur du moyen long terme, il va falloir prévoir un programme de développement des talents parce que vous n'arriverez pas forcément à recruter suffisamment de talents. Il va falloir les former en interne à votre culture, à vos process pour avoir un vivier de talents qui se renouvelle sans cesse. Et va y avoir besoin de structurer des recrutements stratégiques réguliers. Donc il faut avoir une bonne équipe RH de talent acquisition. La planification de la croissance. Donc, chaque horizon va avoir des besoins différents, des catégories distinctes, reflétant les accords sur l'investissement et
la performance. Sur la planification du H1, c'est simple, c'est de l'exécution quasi robotique. Il faut améliorer l'amélioration de la qualité, de l'efficacité de la force de vente, de la productivité, la rotation des actifs et de la satisfaction client. Il faut optimiser les opérations, le service à la clientèle, garder la croissance à l'esprit grâce à l'innovation incrémentale et l'acquisition de concurrents majeurs. Et là, l'objectif, c'est d'avoir une budgétisation annuelle ou un plan de profit. Pour la construction de business, donc la planification du H2, là, ce qu'il faut regarder, c'est plus la capacité d'exploiter des nouvelles opportunités, de créer de nouveaux escaliers, augmenter les risques qui sont pris progressivement, toujours étape par étape, concevoir des programmes de renforcement des capacités pour la gestion de projets d'investissement et de recrutement avec des plans d'urgence. Et là, il faut réussir à prévoir un budget pour pas mourir de faim quand l'idée va commencer à porter ses fruits et qu'il va falloir scale et du coup faire des gros investissements pour accélérer le plus rapidement possible. Et après, il y a l'exploration qui est la planification du H3 où là, l'objectif, ça va être de faire de la recherche d'analogies, de perspectives, de nouveaux points de vue sur le monde pour stimuler un maximum d'idées, d'identifier des directions prometteuses. Et là, il faut un budget de R&D qui est pas forcément le plus important, mais qui reste un budget qu'il faut prévoir à l'avance. Et du coup, pour simplifier la planification, on peut diviser les horizons en deux. On va avoir d'un côté le H1 avec une planification classique et des experts du sujet. Et après, on va avoir le H2 et le H3 qui vont se concentrer sur la croissance, sur la gestion de la performance. Pour une croissance durable, il est préférable de diviser les indicateurs et les objectifs par horizon, KPI. Donc les métriques pour le H1, ça va être souvent les plus maîtrisées. Donc c'est des résultats financiers à court terme, le profit, du coût, du ROI, l'efficacité, EBITDA, etc. Pour les métriques du H2, ça va être de faire sa place. Donc ça va être la capacité la rapidité à attirer de nouveaux clients, donc leur croissance en termes de clients. La position sur le marché est beaucoup plus importante que la rentabilité. Ce qu'il va regarder, ça va être la croissance et la position sur le marché. Ce qu'on va mesurer, ça va être les ventes unitaires, la croissance des revenus, la marge brute d'exploitation, les parts de marché. On peut avoir des attentes de profit, mais il faut qu'elles soient réalistes vis-à-vis de la croissance. Et vraiment, le plus important, ça va être la croissance. Et ensuite, les métriques de H3, c'est souvent les plus floues. Il faut augmenter le potentiel de gain et la probabilité de succès. Donc, il faut au cas par cas un peu mettre des jalons sur les projets en faisant des bêta-tests et des pilotes qui réussissent. Et donc là, on arrive dans la dernière étape qui va être les communautés pour mieux s'organiser. Donc, les communautés de croissance, c'est un peu un principe qui est de diviser pour mieux croître. Donc, ça va être de descendre le leadership dans l'organisation et de créer des petites communautés de croissance. En fait, les communautés, ça va être des petites unités un peu autonomes qui vont avoir des avantages comme stratégiques, de la concentration et de l'agilité. Ça va permettre aussi de redonner aux personnes des sens de l'objectif, de la responsabilité et du contrôle. Et après, le noyau de l'entreprise, ça va être un endroit où on va plus partager des services mutualisés dont on a déjà parlé, notamment la fusion et l'acquisition. Il y a 3 façons de transférer le leadership vers des petites communautés. Les sociétés d'exploitation indépendantes, où on va faire des petites organisations, et là, la taille de ces organisations va résoudre beaucoup de problèmes de structure et d'autonomie. On va diviser l'organisation en sociétés opérationnelles, indépendantes ou en unités d'affaires. Donc, grosso modo, on va recréer des sociétés dont la première aura une capitale sur les sociétés filles, mais ça va être des structures juridiques. On a le modèle Spotify, donc ils ne le décrivent pas comme ça dans le livre, mais c'est un modèle qui a été popularisé par Spotify. Vous pourrez aller voir, il y a plein de documentation dessus. C'est des environnements de petits groupes basés sur des équipes. Donc là, il faut faire attention parce que toutes les entreprises ne peuvent pas être divisées en unités opérationnelles. Les entreprises en réseau ou des grandes usines de fabrication. Et là, ce qu'on va faire, c'est que le leadership, il va être dévolu aux équipes et aux projets de groupe. Et on va créer des petites communautés qui vont être autonomes pour prendre des décisions de manière agile et en fait de faire pas des structures juridiques séparées, mais vraiment des petites entreprises au sein de l'entreprise qui vont collaborer. Un peu comme des cellules dans un corps humain, on pourrait voir, comme parallèle. Donc c'est un modèle qui a été popularisé par Spotify. Si vous voulez en apprendre plus dessus, vous pouvez aller vous documenter. Et après, il y a les spin-out qui sont des sociétés filles. Et donc là, ça va être comme sur le premier, de créer des sociétés distinctes avec une participation majeure ou partielle au capital de la société mère, comme des filiales. Et
Et du coup, ça va permettre à l'équipe de direction d'être très enthousiaste et de pouvoir porter un projet à cœur parce qu'elles vont diriger une société indépendante. Encore une fois, il faut des conditions préalables. Ça s'improvise pas la croissance. Et pour ça, il faut un business plan crédible pour une croissance rapide, un management solide pour gérer la pression du marché et que le marché financier soit réceptif pour pouvoir vous financer. Pour former de nouvelles communautés, il va falloir remodeler constamment l'entreprise et s'adapter aux nouvelles arrivées et départs de business. Parce qu'en fait, comme on va avoir DH3, DH2 et DH1 qui peuvent naître et mourir, il va falloir tout le temps remodeler et être très bon sur la mobilité interne des talents pour toujours les mettre sur des projets pertinents. Le top management, il doit pouvoir promouvoir activement les opportunités de croissance prometteuses. Il doit aussi identifier les opportunités et les supporter. Et du coup, identifier les opportunités et les supporter, ça va être la responsabilité du cœur de l'entreprise, du centre de l'entreprise. C'est eux qui vont avoir un pilotage un peu global sur le groupe et surtout qui vont pouvoir faire les flux de capitaux, les migrations de talents, etc. L'objectif, ça va être de vraiment connecter les communautés avec vraiment en priorité la prise de décision et l'esprit d'entreprise avant et largement avant la synergie des synergies transverses dans l'entreprise. Ce qui est important pour les communautés, c'est aussi que les économies d'échelle vont justifier des services mutualisés et du coup, ces communautés doivent tout le temps être connectées pour réussir cette mutualisation des services. Et aussi, il faut que, pour créer de nouveaux escaliers, il faut que les communautés puissent partager librement leurs idées, leurs capacités et leurs talents. Et donc, c'est très important qu'il y ait une bonne connexion entre les différentes communautés pour qu'on puisse avoir cette mobilité de talents et avoir les bons talents aux bons endroits, les bonnes capacités aux bons endroits et les idées qui sont prises par les bonnes personnes. Donc, les avantages du core business, encore une fois, c'est qu'ils vont permettre de faire des économies d'échelle en mutualisant des services pour toutes les activités du groupe. Ils vont permettre de développer et de fournir des compétences propices à la croissance financière, légale et comptable. Et aujourd'hui, à l'époque, ce qu'ils ont constaté, c'est que les 3/4 des entreprises qui maintenaient une croissance durable faisaient de l'acquisition de nouvelles entreprises une composante essentielle de leur stratégie de croissance. La libre circulation des idées, ça va être que lorsque vous adoptez une nouvelle idée, une nouvelle activité ou un nouveau produit, vous allez devoir vous assurer que tout le monde dans l'entreprise est au courant suffisamment tôt pour que chaque segment puisse promouvoir et exploiter son potentiel. Il faut réussir à avoir le système le plus efficace pour partager ses idées au sein de l'entreprise et que chacun puisse se les approprier et pouvoir les porter si elles sont prometteuses. Il faut ensuite réussir à inspirer l'organisation. Le défi consiste à inspirer les communautés pour qu'elles restent avides de croissance, entre 12 et 20%. Ça peut être un bon standard. Il faut être suffisamment ambitieux pour capter l'attention de l'organisation. Il faut faire attention à ce que les dirigeants ne deviennent pas cyniques. Il faut des aspirations qualitatives pour donner aux gens un sens clair de leur mission. On parlait de ça avec la passion. Il faut encourager les gens à être plus imaginatifs et toujours garder à l'esprit que l'entreprise va devoir se réinventer pour gagner en croissance. Donc là, dans le livre, ils nous font une citation de Ghoshal et Bartlett qui dit que les stratégies ne peuvent susciter un attachement émotionnel fort et durable que si elles s'inscrivent dans un objectif organisationnel plus large. Aujourd'hui, le grand défi du dirigeant d'entreprise est de créer un sens au sein de l'entreprise auquel ses membres peuvent s'identifier, pour lequel ils partagent un sentiment de fierté et pour lequel ils sont prêts à s'engager. Les entreprises qui ont vécu longtemps prouvent que les objectifs nobles et la création de richesses peuvent non seulement coexister, mais aussi se renforcer mutuellement. Donc voilà, c'est tout pour ce livre, The Alchemy of Growth. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions ou des remarques, pareil en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne. C'était Alex pour Shidoverse. Salut!